Casse & Pause, le podcast de maternité et de parentalité en Ille-et-Vilaine. Je suis Kerianne Pierre, doula et accompagnante parentale. Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast de Casse & Pause. Tu es la première invitée. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, dans des locaux en plus, dans un studio d'enregistrement. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Merci beaucoup, je suis très honorée et impressionnée un petit peu aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de moi, c'est la grande classe. Donc oui, comment je me sens aujourd'hui ? Impressionnée, on va dire. Ouais. Ça va être le mot le plus adapté, on va dire. Chouette, bah écoute, on va y aller tout doucement. Mathilde, toi, tu es une maman d'un petit garçon qui a 3 ans. Aujourd'hui, tu es venue pour nous parler du sujet de la prématurité. Oui, exactement. Et je suis même maman de 2 enfants. J'ai accouché il y a quelques mois aussi de la petite sœur qui va avoir 5 mois. Donc en effet, 2 enfants, dont le premier qui est arrivé plus vite que prévu. Et donc un chamboulement, on va dire, pour l'arrivée dans le monde de la parentalité. Ouais. C'était une grossesse qui se passait plutôt bien, tu me disais au départ, c'est ça ? Oui, des maux de grossesse classiques pendant le premier trimestre, un peu malade, des nausées. Ouais. Et après, il y avait mon ventre qui durcissait de temps en temps, donc fallait pas quand même que je tire trop sur la corde, que je m'écoute un peu et que je me repose, que je cours un peu moins. Et voilà, de prendre un peu plus le temps, mais sinon, une grossesse qui se passait à merveille. D'accord. Et bébé, finalement, est arrivé à combien de semaines ? Il est arrivé à 33 semaines. En fait, il est arrivé début septembre et il était prévu pour fin octobre. Gros chamboulement. Oui, ça a été un peu chaud parce que déjà, on n'était pas chez nous. Et puis forcément, premier enfant, donc rien n'est prêt. On se dit qu'on a le temps. Mon mari voulait à tout prix fabriquer son lit en bois. Forcément, il n'était pas fini. On a eu de la chance. On avait déjà acheté la poussette. On avait prévu le coup pendant les sols. On s'était dit, chouette, on va profiter. Donc, on a eu quelques petites choses, mais oui, c'est clair que ça a été un gros choc. Et puis, on ne s'y attendait pas, forcément. Et comment ça s'est passé ? Du coup, tu as été hospitalisée à l'hôpital où tu te trouvais, c'est ça ? Est-ce que tu as été ramenée après du côté de Rennes ? Alors du coup, pour la petite histoire, donc avec mon mari, on avait prévu de faire des photos de grossesse au bord de la plage, dans les Côtes d'Armor, de là où sont nos origines à tous les deux, et d'y rester après pour le week-end. Donc on a passé un super après-midi, faire des belles photos, on s'est bien amusés, c'était chouette, un super temps. Après, du coup, ça c'était le vendredi. Le samedi, mon mari il est allé se promener à la plage avec sa maman et moi je préparais beaucoup de pâtisseries parce qu'on avait un grand repas familial et j'ai eu un diplôme de pâtissier il y a quelques années, donc du coup je préparais les pâtisseries, je sais plus, pour une 20aine de personnes à peu près. Et il y avait ma mère et mon frère qui étaient dans les parages parce que j'étais chez eux à ce moment-là. Et au bout d'un moment, j'avais un liquide qui coulait entre mes jambes. Donc, en fait, là, ça commence à dégénérer, en fait. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était un bouchon muqueux ? Déjà, qu'est-ce que c'est que le bouchon muqueux ? J'ai regardé un peu sur Internet. Est-ce que je me faisais pipi dessus ? Donc là, je ne savais pas trop. Et puis, question bête, je vais voir mon frère. Mais mon frère, il y connaît rien. Pourquoi tu me racontes ça ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'était plutôt dans l'esprit, qu'est-ce que je fais ? À la plage, il n'y a pas de réseau. Mon mari, il répond pas. Donc, j'étais un peu entre deux. D'accord. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Du coup, en discutant avec mon frère, on décide d'appeler les urgences maternité du coup de l'hôpital qui se situe le plus proche. Et les sages-femmes me disent « Venez tout de suite, on pense que c'est une rupture de la poche des os ».
Là déjà, c'est la panique. Ouais. C'est la panique parce que j'ai pas mon dossier médical, parce que je l'ai oublié à la maison. Forcément. D'habitude, je l'ai tout le temps. Ouais. En plus, je fais très attention, prendre toutes mes petites affaires et tout. Là, j'ai que des robes pour faire la fête, des trucs fleuris, mes petites sandales, machin. On me dit comment je vais débarquer à la maternité. J'ai rien, en fait. Et du coup, j'appelle un copain à moi qui a les clés de notre maison pour lui dire, est-ce que tu peux passer chez moi et prendre en photo tout mon dossier médical. Déjà, ça peut aider pour l'arrivée aux urgences. Et du coup, ma mère me dépose aux urgences en attendant de réussir à joindre mon mari. On se dit, j'espère qu'il va pas rester trop longtemps se promener. Quand est-ce qu'il va rentrer? Nanana. Donc, du coup, on arrive aux urgences. On attend, du coup, d'avoir une auscultation. Et entre-temps, on arrive à avoir, du coup, mon mari qui rentre, qui arrive en catastrophe, on va dire. Une sacrée déjà, rentrer déjà à la maternité comme ça. Bah oui, ouais. Puis du coup, autour de nous, il n'y a que des femmes avec des gros ventres qui peinent à marcher, et puis au final, moi, je me demande un peu ce que je fous là, quoi. Ouais. À part du liquide qui coule, moi, ça va, en fait. Donc, ouais, et puis c'est encore un peu le Covid. Donc, on a encore nos masques. Du coup, mon mari arrive, donc ma mère doit repartir. Il n'y a pas trop le droit à ce qu'il y ait beaucoup de monde autour de nous. Donc, on sent encore cette ambiance en demi-teinte un petit peu. Donc ça, c'était déjà un stress, tout ça, donc avec les masques, avec... Ouais, c'est vraiment une autre ambiance quand même. Ouais. On est passé à autre chose, mais c'est vrai qu'on n'oublie pas finalement cette période un peu particulière qu'on a tous vécu. Ouais. On a été tous marqués, je pense, par tout ça. Et la suite, ça fait que du coup, on t'ausculte et on te dit... Oui, du coup, j'ai enfin, après une longue attente, il y a donc une sage-femme qui m'ausculte, qui me dit « Ouh là là, oui, bah, ça coule beaucoup, la poche, elle est bien, bien rompue. Donc, on va vous garder pendant 48 heures pour voir comment ça se passe, mais ça signifie pas forcément un accouchement. Ça se trouve, les contractions ne vont pas se déclencher parce que je n'avais pas de contractions. Mais il faut juste vous faire des piqûres en cas d'infection parce que maintenant, il n'y a plus rien qui protège le bébé. Et puis après, si vous sortez, par contre, il faudra rentrer à la maison et être alité. Vraiment là, plus bouger du tout, plus faire de voiture, des allers-retours comme on faisait, même si c'était pas loin quand même, mais il y avait qu'1 heure et quart de route. Donc on s'est dit, on va louper la fête. Oui. Et du coup, qui va faire les gâteaux? Donc du coup, j'avais tout commencé, laissé la cuisine en plan, le bazar et tout. Donc du coup, j'ai dit donner à mon frère et ma mère les dernières instructions. Un peu déçue quand même de louper ça. C'était un anniversaire de mariage, on était un peu triste et tout. Et puis du coup, nous voilà à l'hôpital et puis on est dans une salle de naissance et on attend. Il n'y a rien qui se passe, ils contrôlent le bébé, tout va bien. J'ai pas mal au ventre, non. Donc, en fait, c'est hyper long. Hein. 17h, 18h, 19h. Entre-temps, il y a un anesthésiste qui passe. Parce que du coup, je n'avais pas vu d'anesthésiste encore. Il me pose tout un tas de questions. Voulez-vous la péridurale? Non. Oh, vous la prendrez. Qui me dit, on ne sait pas. En 5 minutes, là, il me balance toutes ces questions. J'ai à peine le temps de répondre qu'il est déjà reparti. Oh. Donc, vraiment, un éclair, quoi, ce monsieur. On rencontre aussi la gynécologue qui est de garde, qui nous explique toutes les procédures. Je dis que je veux pas de césarienne. Elle me dit, on verra, votre bébé, il est quand même en siège. Hein, donc, on ne sait pas comment ça peut se passer. De toute façon, là, vous êtes bien pris en charge. On vous fait aussi la piqûre de la maturation des poumons pour le bébé, juste au cas où. On prend nos précautions. D'accord. Ok, d'accord. Bon, au bout d'un moment, mon mari va quand même s'acheter à manger, il revient. Moi, je suis toujours en salle de naissance, j'ai toujours pas le droit de manger. Donc, on attend. Je commence à avoir des petites contractions le soir. Donc, on me donne des médicaments pour les ralentir. Ça semble marcher. Donc, à 22h, j'ai enfin le droit de monter en chambre, de me prendre un repas. Oh là, c'est alléluia. Oh, franchement, là, merci. En plus, mon mari m'avait ramené des cochonneries à manger. Voilà, des sodas, des Kinder, des trucs comme ça. Je dis, oh, merci, j'adore. Le petit plaisir, franchement, là, c'est le précieux. Et puis, j'ai aussi ma famille qui m'envoie de nombreux messages parce que tout le monde s'inquiète.
forcément de pourquoi je suis pas là, etc. Et donc, là, la nuit commence à avancer. Finalement, il est vite 23h, minuit. Mon mari qui s'assoupit dans le fauteuil. Et puis moi, j'ai de plus en plus mal au ventre. Mais ça fait pas des vagues. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Mon ventre, il est dur tout le temps. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je m'allonge, je me mets sur le côté, je me lève, je marche. Je vais aux toilettes. Ah, je suis trop bien aux toilettes. Je prends une douche. Ah, génial. Ah, non, je retourne aux toilettes. Ah, je m'allonge. Ah, j'ai l'impression de faire que ça. Et puis, je fais que d'embêter la sage-femme de nuit. Je fais que de lui dire j'ai mal. Elle me dit oui. J'ai l'impression qu'elle me doit se dire elle est chiante celle-là. L'impression qu'elle me traite par-dessus la jambe, comme si elle avait plein de monde à gérer aussi. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis vraiment que j'ai mal et elle me donne un médicament antidouleur qui est assez puissant. C'était du tramadol, je crois. Et puis, elle me dit, si dans 1 heure, ça va pas, vous me redites. J'ai attendu les 60 minutes. J'attendais devant l'horloge. Je lui ai dit, là, ça fait 1 heure. Ça ne va pas mieux. J'ai toujours mal au ventre. Et donc, du coup, je bip. Donc, elle vient un peu en râlant quand même. Hein. Et je lui dis, vraiment, là, j'ai mal. Je sens comme si ça poussait. Je suis bien qu'aux toilettes. Il faudrait m'ausculter. Et elle n'était pas trop d'accord. Elle me dit, oui, mais on vous a ausculté déjà à 20h. Tout allait bien. Et si. Et puis, du coup, elle examine mon col. Elle me dit, ah oui, vous êtes ouverte à un bon 4. Du coup, là, il faut descendre tout de suite en salle de naissance. Et là, il y a mon mari, il est sur sa chaise. Il est pas bien, là. Et du coup, on se regarde tous les deux. On se dit, oh purée, là, ça veut dire que c'est maintenant, quoi. Et puis, du coup, il dit, oui, mais nos sacs, nos affaires, on fait quoi? On verra ça plus tard. Là, on vous descend tout de suite. Donc, elle prend vite un fauteuil. Elle court avec moi avec sa chaise roulante. Donc, là, tout de suite, là, c'est l'urgence, en fait. Là, on commence à comprendre que ça veut dire que le bébé il va arriver maintenant, que là, on était tranquille en train d'attendre, on se demandait ce qu'on foutait là, mais en fait, non, et c'était des contractions finalement que j'avais. Ouais. Et je n'ai pas du tout compris que c'était ça. Ouais. On les vit toutes un peu différemment en plus. Oui, et puis, j'ai pas eu de préparation à l'accouchement. Moi, la seule préparation que je me suis faite, c'est regarder la télé, la maison des maternelles. Encore heureusement. J'ai écouté des podcasts, lu des livres, mais c'était rien de ce que j'avais lu. Donc, c'était pas du tout comme j'avais appris, entre guillemets, quoi. Et la suite après, c'est un épisode, du coup, fauteuil roulant. C'est comme dans les films. Ouais, c'est ça. Là, on se dépêche d'arriver en salle de naissance. La gynécologue qui arrive tout sourire. Alors, il paraît que c'est pour maintenant. Oui. On a dû la réveiller un peu parce qu'il est tôt, c'est la nuit. Et puis, du coup, j'ai demandé la péridurale. Donc, l'anesthésiste, il a dû être content. Il a dit, je l'avais dit. Donc, il vient me poser la péridurale, mais il demande à mon mari de sortir. Et là, pour moi, c'est dur. D'accord. En fait, déjà, je ne m'étais pas préparée à avoir la péridurale. Parce qu'on faisait une préparation dans une filière physio. Donc, je ne la voulais pas. Les piqûres, moi, j'aime pas trop ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, on va dire. Et du coup, le fait de le voir sortir, en fait, j'avais plus de visage familier là dans la pièce. J'avais que des visages masqués. Et pourtant, tout le monde était très gentil avec moi. Mais j'avais plus mon repère, plus mon pilier. Et du coup, j'ai fait que pleurer, que réclamer « je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari ». En plus, je faisais que trembler. J'avais l'impression qu'il galérait et tout. Et pour moi, ça m'a paru une éternité. J'ai l'impression que ça a duré des plombes. Alors, à côté de ça, mon mari m'a dit non, en fait, je suis sortie 15-20 minutes, grand max. Mais moi, je pensais que c'était bien plus, quoi. Dans la douleur, parfois, on se rend pas compte du temps qui passe. C'est ça. Et puis, c'est vraiment le fait qu'il soit pas là, quoi. Elle est revenue. Donc, il m'a dit que lui, de toute façon, il avait vu un peu de sang, un truc comme ça, mais il n'était pas impressionné, ça va. Mais il pense que c'est pour ça aussi que les papas, ils doivent sortir, quoi. Ouais. Pour pas voir ça. Et puis après, j'avais le droit à des petits bonus avec la péridurale pour, au cas où je sente que ça marche pas, d'appuyer et tout ça.
Et je voulais tout le temps appuyer. Mais en fait, le bonus, il était déjà mis en place. Et en fait, je sentais encore tout ce qui se passait. Il n'y avait que ma jambe droite que je sentais plus. D'accord. Je sentais toutes les contractions, je sentais tout. Et je faisais que dire, mais c'est bizarre. Je faisais que lui dire, mais appuie sur le bonus. Je disais, mais j'ai déjà appuyé. Mais t'es sûr? Mais appuie sur le bonus. Et on savait qu'il se régénérait toutes les 20 minutes, une demi-heure. T'es sûr, ça fait 20 minutes là? Mais oui, j'ai déjà appuyé. Donc, en fait, on continuait là d'attendre un peu donc, que le bébé descende. Et puis, les sages-femmes m'avaient expliqué aussi qu'on allait attendre au maximum pour que le bébé reste dans le ventre le plus longtemps possible. Et il y avait aussi beaucoup d'animations autour. On entendait qu'il y avait beaucoup de femmes aussi qui accouchaient. Et puis du coup, pour nous, pour l'accouchement, finalement, il allait y avoir aussi beaucoup de monde. Donc accouchement en siège, préma, ça veut dire gynécologue, pédiatre, sage-femme, auxiliaire, blablabla. Donc il fallait que tout le monde aussi soit dispo en fait. D'accord. Donc au bout d'un moment, quand il a fallu vraiment se mettre au travail, autour de 6 heures du matin, il y a tout le monde qui est rentré dans la pièce, qui nous a dit « Bon, bah ça y est, c'est le moment ». Mais je commençais à paniquer un peu parce que je leur ai dit « Mais moi, je suis pas préparée, je sais pas comment il faut faire, comment il faut respirer ». Donc elles m'ont expliqué, mais j'avais l'impression que je les écoutais pas. Je faisais que d'écouter la voix de mon mari qui répétait du coup ce qu'elle disait et du coup il me coachait. Et là, pas le choix d'être en position gynécologique, du coup. C'était pas du tout comme ça que je voulais être. Et donc, du coup, j'ai poussé quelques fois, et puis il y a ses fesses qui sont sorties en premier, du coup. Et on dit, est-ce que vous voulez toucher? Donc, du coup, j'ai touché ses fesses. Et après, j'ai pas voulu l'attraper. J'avais trop peur. Donc, la gynécologue a attrapé, du coup, mon bébé, et du coup, elle me l'a posé très rapidement sur moi. Juste pour que je puisse l'avoir quelques secondes. Mon mari n'a pas voulu couper le cordon. Il savait pas trop et tout. Pareil, un peu dans le même mood que moi. On n'a pas trop compris tout ce qui se passait. Et à peine le cordon était coupé, qu'il est parti très vite avec la pédiatre qui attendait et mon mari pour faire les premiers soins. Il n'a pas crié. Il est parti vite. Et puis du coup, moi je suis restée plantée là, quoi. Sur la table... en attendant qu'on me fasse les soins, la révision utérine bien sympathique, pas de points, mais bon, quand même quoi. Et puis du coup, sans la certitude de savoir est-ce qu'il est vraiment vivant, est-ce qu'il va bien, parce qu'on me l'a posé sur moi, mais tel un bloc en fait. Je ne me suis même pas trop rendu compte comment il était, à quoi il ressemblait, est-ce qu'il allait bien. Tout s'est enchaîné super vite en fait. Tout est arrivé vite, finalement, la naissance... Il est né à 7 heures du matin. Ok, toi, tu as commencé à avoir des contractions vers quelle heure? Je sais pas trop, je pense vers 11 heures, vers 10 heures, 11 heures. Donc, il est arrivé quand même assez... plus ou moins rapidement. Donc, c'est un gros chamboulement d'un coup, et puis c'est éprouvant, finalement. Tu te retrouves toute seule dans une salle. Et on vient te voir après pour te donner des nouvelles? Du coup, après, j'entends pleurer un bébé. Et la gynécologue me dit, c'est le vôtre. Ah, donc là, quand même, il y a un petit soulagement quand même. Et puis du coup, après, il y a mon mari qui revient de longues minutes après pour me dire que ça va quand même, il va bien et tout ça, et il reste avec moi pendant les 2 heures où je dois rester allongée, pour vérifier les saignements après l'accouchement. Et puis, du coup, il m'explique que là, ils font tous les examens auprès du petit pour voir dans quel état il est. Et on me le ramènera après, quoi. D'accord. Donc, c'est ce qui est fait. Ils l'ont pesé, ils ont mis un petit bonnet, une mini-couche et tout ça. Et puis après, on me l'a posé un petit peu sur moi en peau à peau, un tout petit peu pendant quelques minutes. Parce qu'après, on s'est rendu compte que c'était trop dur pour lui de respirer tout seul. Donc, il est parti assez vite en couveuse et on m'a expliqué que quand moi, je remonterai en chambre, lui, il sera un étage en dessous, du coup, en réanimation néonatologie, du coup. Mais que je pourrais aller le voir dès que je suis remise, dès que je serai un peu plus en forme. D'accord. Donc là, toujours dans les Côtes d'Armor. Toi, tu retournes en chambre. Oui, du coup, je retourne en chambre sans bébé. C'est bizarre. Parce que mon ventre, il est tout aussi gonflé. Mais du coup, il n'y a plus de bébé
Et puis j'entends dans les chambres à côté les bébés qui pleurent avec les mamans. Ça, c'est bizarre. C'est une sensation vraiment particulière. Et puis du coup, il y a mon mari qui est ballotté entre les deux. Un coup, il vient me voir, un coup, il va voir le bébé. Et du coup, vu que j'ai accouché à 7h, j'ai dû remonter en chambre vers 10h. Donc, je viens prendre un petit déj, il vient le prendre avec moi. Après, du coup, je reste dormir un peu pour me reposer un petit peu. Et puis, j'avais dit aussi que je voulais absolument me laver un peu. Avant de descendre, je suis descendue le revoir en début d'après-midi, du coup. Avec son aide et un nouveau fauteuil roulant, du coup. Quand je suis descendue le revoir, c'est une puéricultrice, du coup, qui nous l'a présenté. Et déjà, quand on descend et qu'on arrive dans le service, c'est vraiment une autre atmosphère. On voit bien qu'on n'arrive pas dans un milieu chaleureux, où on est content d'avoir des bébés et tout ça, souriant. Là, ça ferait vraiment grave, quoi. Parce qu'il y a déjà plusieurs sas d'entrée. Le sas où on pose nos affaires avec des casiers, le sas où il faut se désinfecter les mains, porter bien le masque. Et après, quand on rentre dans la grande pièce, l'accueil finalement des puéricultrices, il y a le bureau qui est ovale au milieu, avec toutes les chambres tout autour. Et il y a toutes les chambres qui bipent. Il y a tout le temps des bip-bip de partout. On voit les couleurs rouges qui sonnent dans tous les sens. Et donc du coup là, wow, ça fait une atmosphère comme dans les séries qu'on regarde. Ça fait très Grey's Anatomy. C'est assez austère, quoi, finalement. Ouais, ça fait très ça. Et puis du coup, on a avancé jusqu'à la petite porte. On voit le prénom sur la pancarte. Il y avait plusieurs prénoms. Donc on rentre dans une grande pièce où il y a 4 couveuses. Et il n'y en avait que 2 qui étaient occupées, dont celle de notre petit. Et puis du coup, la puéricultrice vient nous le présenter. Elle chuchote vraiment, elle parle tout doucement. Et puis qu'avec des petits mots doux pour le bébé. Regardez, je vous présente votre petit lapin. Viens, petit chou, on va te présenter ton papa et ta maman. Vraiment tout en douceur. C'est vraiment des personnes extraordinaires. Les femmes qui travaillent là, faut avoir un cœur bien accroché, je pense. C'est vrai que tu vois des choses assez dures. Et je pense que, comme tu dis, une douceur de ce que j'entends aussi. Tu as eu ça un peu d'autres professionnels à part les puères en fait, là, dans ces services-là, c'est beaucoup de puères. Il y a aussi les auxiliaires, aussi puéricultrices. Et il y a des infirmiers, infirmières. Et puis forcément les pédiatres aussi. Ils sont tous obligés d'être un peu délicats et tout ça. Et oui, une vraie compassion, de l'empathie. Et avec un vrai rôle aussi de transmission pour nous apprendre à nous à devenir parents. Parce que, comment changer une mini-couche, comment déplacer les électrodes pour habiller, plein de petites choses comme ça. Apprendre tout le jargon médical aussi. Donc c'est ça qui est arrivé quand elle nous a présenté notre fils, du coup. Elle nous l'a présenté, le voici, là il est branché ici et là pour ça. Là, il y a sa sonde pour manger. Et là, il y a des petites électrodes pour voir son cœur, comment il va. Là, il y a un petit capteur au niveau de son pied. Là, il est en couche parce que la couveuse, du coup, elle est à 37,5 degrés. Donc, il n'y a rien besoin. Là, il a un petit masque pour respirer. Et puis, on voit, oui, qu'il est relié de partout. Et c'est pas facile comme image. Je crois que c'est là que j'ai compris que c'était mon bébé et que j'étais une maman. Je ne l'ai pas compris avant. Il n'y a que là où je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait. Là, il y a la vraie culpabilité qui est arrivée. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi mon corps il a lâché, quoi. Tu as pu en parler un peu à la puère de ça, ce sentiment-là que tu as vécu à ce moment-là Non, mais il y a tout de suite les larmes qui sont montées et c'était trop dur de faire le premier pot à pot avec lui. Du coup, le premier pot à pot, il a été fait avec le papa. Parce que aussi physiquement, c'était dur de rester assise pendant plus de 2 heures dans une certaine position, sachant qu'on vient quand même
accouchement, donc on peut pas trop... Tu veux pas faire le marathon Voilà, ouais, non, c'est ça. Donc, ces premières images-là, c'est vraiment un choc. Et puis, je sais pas si je le reconnais, en fait. Tout branché, et puis on peut pas trop voir son visage, on voit à peine ses petites mains, il y a des bandages. Donc, là, les premiers instants de découverte, c'est compliqué quand même. Et là, cette première fois que tu le rencontres à nouveau, oui. Tu restes pas mal d'heures avec lui, ou tu prends que quelques minutes et tu reviens le voir après? Non, finalement, on reste quasiment tout le temps auprès de la couveuse. On reste quasiment tout le temps là. Les seules fois où je remonte en chambre, c'est parce que je dois avoir mon repas qui m'attend dans ma chambre. On avait aussi accepté d'avoir de la visite. Et dans cet hôpital, on avait le droit aux visites. Et on avait vraiment besoin de soutien. Ouais. On avait besoin cruellement d'avoir nos mamans respectives qui viennent nous voir. Les visites étaient autorisées, mais seulement un nombre de personnes. Donc du coup, chacun venait à tour de rôle. Tout le monde s'est organisé, en gros. Donc il y a nos mamans qui sont venues les premières. Il y a mon frère aussi qui est venu. Et après, il y a vraiment les proches qui sont venus à tour de rôle pour le découvrir, nous remonter un petit peu le moral. Donc c'était les seuls moments où des fois je remontais en chambre pour qu'il puisse voir le bébé avec son papa, ou il y avait un relais qui se faisait, mais non, je remontais en chambre vraiment que par nécessité, on va dire. C'est chouette ça, d'avoir pu rester, que l'hôpital vous ait offert la possibilité de rester en fait à côté de bébé, en fait. Il y avait de la place dans la chambre, dans la grande pièce. De toute façon, c'était juste un fauteuil, une chaise, une couveuse. Et pour l'instant, j'étais pas encore sortie, moi, de l'hôpital. Donc, c'est pour ça. Ouais. Il y a une association aussi qui est venue, et ça, je tiens à les remercier. Je me rappelle même plus le nom de l'association. C'était un monsieur avec une guitare. Il venait chanter des berceuses auprès de chaque couveuse. Wow. On a découvert, du coup, c'était une chanson du Soldat Rose, un papa et une maman, qui venaient chuchoter. Et enfin, au début, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il vient faire avec sa guitare, le monsieur? Enfin, c'est tellement pas cohérent avec l'univers dans lequel on est. Et il est venu chanter, et on lui a demandé de recommencer. Et c'était vraiment un petit moment suspendu. Il est ressorti de là, et comme si on avait un petit peu le cœur plus léger. C'est beau. Ouais, c'était chouette. Et du coup, on est resté dans cette situation-là pendant 3-4 jours. Parce qu'après, moi, l'hôpital a dit, c'est bon, vous êtes en forme, vous pouvez sortir de l'hôpital, mais votre bébé reste. Ah oui, mais ça, c'est un déchirement. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Parce qu'entre-temps, mon fils respirait tout seul, donc il était revenu un petit peu en chambre avec moi. Mais c'était le service néonat qui s'occupait quand même de lui. Comme ça, il libérait de la place à l'étage d'en dessous. Donc, il a fallu le remettre dans une chambre qui était toute petite, tel un placard à balai. Vraiment. Du coup, il y avait de la place que pour 2 couveuses. Il y avait une maman qui tentait d'allaiter au fond de la chambre avec sa fille. On était séparés par un rideau. Donc, pour changer mon fils, je devais ouvrir le rideau. Je me mettais de côté pour ne pas déranger la maman. Je me confondais en excuses pour le changer. Je refermais le rideau. Donc ça, c'était horrible, déjà, cette situation-là. Et du coup, ça allait perdurer le temps qu'on trouve une solution pour être transféré au plus près de notre domicile. Ce qui était notre choix. Même si l'hôpital dans lequel on était à 10 minutes de chez ma maman, c'était vraiment pas loin. Mais on voulait quand même être plus près de chez nous. On savait pas trop quelles étaient les démarches, et c'est les puéricultrices qui nous ont parlé qu'il fallait que ce soit comme si c'était un transfert, comme quand on était en vacances à l'étranger et qu'il nous arrivait quelque chose. Il faut faire appeler son assurance carte bancaire. Il faut y penser, j'aurais jamais pensé à ça. Et donc du coup, un transfert était organisé, mais il fallait que notre fils soit en meilleur état, entre guillemets, qu'il puisse bien respirer tout seul, qu'il fasse moins de désaturation, et que le transfert se fasse entre 2 alimentations. Donc, il y avait quand même beaucoup de conditions. Ouais. Et c'est une ambulance de Paris qui est venue avec une couveuse. Et c'est très impressionnant, le dispositif. Et du coup, le transfert s'est fait au bout d'une dizaine de jours de vie.
dans une clinique près de Rennes. Il y avait de la place nulle part ailleurs. Mais par contre, la chance que j'allais avoir, c'est que j'allais pouvoir être hospitalisée avec lui. Et comme ça, notre domicile était à 10 minutes de la clinique. Donc mon mari pouvait faire autant d'allers-retours qu'il voulait, finir de préparer le lit, par exemple, m'apporter à manger, parce que les repas à la clinique, c'est bon, quoi, c'est pas terrible. Mais par contre, dans cette clinique, les visites n'étaient pas autorisées. Donc du coup, mon frère venait sur le parking m'apporter des goûters pendant que mon mari gardait le petit. Donc on trouvait des astuces comme ça pour essayer de voir un petit peu de monde. Donc au fur et à mesure, le petit s'est amélioré en termes de prise de poids, prise d'alimentation. Il a pris le biberon. Au début, c'était que la sonde. Le biberon, c'était trop difficile pour apprendre à téter. Trop dur, trop fatigant. Donc, c'était avec un pouce-seringue. Et on faisait le doigt paille. Donc, on mettait notre petit doigt à côté d'une paille dans sa bouche. Et donc, du coup, il apprenait comme ça à téter 3, 4, 5 millilitres, puis 10 millilitres, 15 millilitres. Toutes les 3 heures. Même quand il dormait, du coup, c'était une tulipe, du coup, automatique, qui lui était ingérée directement pendant son sommeil sur une demi-heure. J'avais vraiment l'impression de faire du gavage d'oie, quoi. Parce que, même pendant le sommeil, je trouvais ça horrible, mais en même temps, c'était pour son bien-être aussi. Et donc, il a quand même repris son poids de naissance et tout ça, c'était vraiment très, très encourageant. Mais le temps était super long quand même. Les journées... Tu passais tes journées entières là-bas, du coup. Bah oui, du coup. Même si ça revient assez vite, toutes les 3 heures, changer, donner le biberon, le rendormir. Mais pendant ce temps-là, c'était quand même assez long. Et en même temps, j'étais bien. Donc, c'était vraiment un mélange d'émotions. Et là, cette situation-là, elle dure combien de temps? Vous restez combien de temps dans On est resté quasiment 3 semaines. Au total, on a été hospitalisés pendant 1 mois. Mais par contre, on a trouvé tout le monde, toutes les équipes, que ce soit à l'hôpital ou à la clinique, vraiment très gentils. Elles n'ont pas forcément les mêmes façons de fonctionner, ça peut être perturbant. Ah non, moi je change la couche comme ça. Ah non, nous on fait le lavage de nez comme ça. Oui, mais on nous a dit que... au final, tu fais comme tu peux, comme tu veux. Et tant que ça marche, ça le fait. Mais tout le monde est très prévenant. Dès qu'on avait des questions, c'est facile, hein, c'est pas comme à la maison, on a juste à biper et il y a quelqu'un qui vient. Donc au final, on s'était rendu compte qu'on était comme dans un cocon. Nous, on apprenait à vivre avec le bébé, mais le bébé aussi apprenait à nous connaître. En fait, c'était vraiment dans les deux sens. On a compris quand il avait vraiment faim, quand il n'était pas d'accord, quand il était sale. C'est des petites choses comme ça, finalement. Et puis, ce qui a été super aussi, et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est que mon mari, il a pu être avec nous tout du long. Parce que depuis 2019, il y a un congé pour coparents qui existe pour l'hospitalisation d'un bébé dès la naissance, qui est de 30 jours. Donc, ça fait qu'il a pu être avec nous tout le mois. Et qu'en sortant de l'hôpital, il était encore avec nous. Donc, ça, c'était vraiment très précieux. Qu'on puisse vraiment faire famille tous les 3 et que je ne sois pas toute seule à surmonter ça, quoi. Je sens que ton mari était un pilier quand même dans ce que tu racontes. C'est précieux ce que tu dis. Oui, dès le départ, on a dit qu'on était une équipe et qu'on devait agir en tant que tel, quoi. 1 mois d'hospitalisation pour la première fois qu'on devient parent, c'est pas rien. Ça laisse des traces un peu, tu dirais, toi, de ton côté? Ah oui. Oui, puis on a l'impression qu'on était comme dans une bulle. Comme si le temps s'était arrêté et on est sorti de là. Et non, en fait, la vie, elle a continué. Et puis, on sort de là, il y a la circulation, il y a tous les bruits. J'ai été presque saoulée de tout ça. J'ai fait des courses dans un supermarché. Oh, je me suis pas sentie bien. Le bord du malaise,
Ouais, vraiment plus habituée à tout ça, tant de monde et tout ça. Et oui, c'est sûr, ça laisse des traces. Et puis on est rentré à la maison, on était un peu paumés finalement. Enfin, paumés, oui et non. Oui, parce que du coup, dès qu'on avait une question, on n'avait plus de bip bip pour répondre à nos questions. Il fallait vraiment qu'on se débrouille, ça y est. Mais en même temps, on était prêts. Et en même temps, c'est ce qu'on attendait. On attendait de rentrer à la maison. On demandait tout le temps quand est-ce qu'on peut rentrer, quand est-ce qu'on peut rentrer. Mais il fallait attendre que notre fils arrête de désaturer. Comme font tous les petits prémas finalement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la désaturation? C'est quand le rythme cardiaque de l'enfant diminue. L'enfant s'oublie un petit peu, souvent pendant son sommeil. Et on a toujours peur que le cœur s'arrête. Il y a la sonnerie rouge, il y a tout le monde qui débarque. Ça arrive plusieurs fois dans la journée, ça arrive la nuit. Et il faut du coup les stimuler un petit peu, c'est pas les secouer, mais leur faire des petites caresses, bien leur parler, je suis là, et pour que le cœur reparte. Et ça fait très peur. Donc là, au bout d'un mois, enfin au bout de 3 semaines à Rennes, vous rentrez, nouvel environnement, nouveau bruit. Oui, nouvel environnement, on est enfin ensemble à la maison, on essaye de trouver un petit rythme. Le bébé fait connaissance avec nos chats. Les chats se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc aussi. Ce truc nouveau là qui prend quand même de la place. On peut plus dormir avec les parents, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, c'est un nouvel environnement. On est content d'aller se promener à côté, le long du canal, c'est sympa. La famille vient nous rendre visite aussi pour découvrir le bébé, parce que là, ils peuvent vraiment le voir sans masque et tout ça. Tout le monde le trouve petit, forcément. Mais oui, ça y est, on commence à prendre nos marques à tour de rôle. Il y en a un qui prépare le biberon, l'autre change la couche. On essaye de s'organiser un peu comme on peut. C'est le bazar à la maison, donc il y en a un qui dort, l'autre qui range. Enfin, on essaye de s'organiser un peu. Et ton mari, il avait pu prendre quelques jours de congé par la suite? Ouais, il avait pris la moitié de son congé paternité. Donc il est resté encore un peu à la maison. Il a repris le travail mi-octobre à peu près. D'accord. Okay, donc bébé avait 1 mois et demi, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Et quand il a repris le travail, j'ai demandé aux mamies de venir à la maison, chacune leur tour, quasiment 1 semaine, pour prolonger un peu avant que je sois toute seule avec lui, parce que je me sentais pas prête. Je me sentais pas capable de gérer tout toute seule. Aussi, mais de rien faire à côté, quoi. Même pas peut-être prendre le temps de m'habiller, de me doucher. En fait, j'avais toujours peur. Vraiment, même le laisser dans le transat, poser, peur qu'il y ait quelque chose. Donc, j'étais même pas rassurée de prendre 5 minutes pour moi pour me laver. Et tu as eu le soutien dont tu avais besoin finalement, les grands-mères qui ont pu être là, la famille. Ouais. Oui, heureusement, ouais. Et après ces 2 semaines-là, tu t'es sentie comment? Toi, du coup, bébé avait 2 mois. Est-ce que tu étais un peu mieux pour toi, ou est-ce que toujours un peu cet état d'hypervigilance Il y a toujours eu, même encore maintenant, j'avoue, il y a encore eu l'état d'hypervigilance. J'ai eu des moments vraiment très bas ou des moments, finalement, je passais mes journées collée à bébé. Parce que de toute façon, il dormait pas allongé. Il avait un RGO, du coup, des reflux internes qu'on a détecté au bout de longs mois, mais il dormait que sur moi. Donc, il était tout le temps en écharpe. Ouais. Et je passais ma journée comme ça, elle portait ou en écharpe, et puis de toute façon, il dormait pas. Donc du coup, j'allais marcher. Et je marchais. 1 heure, 1 heure et demie. Il s'endormait. Je me posais sur un banc. Je somnolais à moitié, je repartais. Et je dansais dans la maison, je faisais les 100 pas et je faisais rien d'autre. Et ton congé maternité, toi, tu l'as prolongé? Déjà, il n'avait pas commencé quand j'ai accouché, du coup. Okay. Et après, j'ai rallongé avec tous les congés que je pouvais. Donc, du coup, ça me faisait reprendre le travail mi-janvier à peu près. Donc, du coup, on a commencé après l'adaptation mi-janvier. Puis, il fallait trouver une asthmate aussi. Ouais.
On a trouvé un peu au dernier moment parce qu'on se laissait le temps de chercher. Mais on n'avait pas trop de temps, en fait. Tout est allé très vite tout le temps, en fait, ouais. Bah oui, et puis peut-être qu'on n'était pas organisé non plus. On s'était dit qu'on avait le temps, mais peut-être pas assez stressé, je sais pas. Et puis aussi, comme on était dans un appartement, on construisait une maison dans une autre commune, qui est à 20 minutes entre les deux. Au début, on ne savait pas trop comment faire. Est-ce qu'il nous faut un mode de garde là où on habite actuellement et chercher un nouveau mode de garde dans la nouvelle commune? Finalement, on n'a jamais trouvé. Donc, il a fallu trouver dans la nouvelle commune. Et heureusement, on est tombé tout de suite sur quelqu'un de très bien. Le contact, en fait, est passé direct. On s'est dit, on ne cherche pas plus loin. On ne va pas faire passer 50 entretiens. Non, c'est bon, on en a appelé 2. Il y en a une, là, ça ne le fait pas. L'autre, ok, elle a l'air sympa. C'est bon, on prend. Mais c'est pas facile de devoir laisser son bébé. Du coup, j'ai dû presque l'abandonner. Moi, je l'ai vraiment considéré comme ça. L'abandonner à 5 mois et reprendre le travail. Parce que du coup, j'ai accouché à 33 semaines. Mais si j'avais accouché une semaine avant, on aurait pu bénéficier de la JPP. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu garder notre enfant à la maison et avoir en gros une indemnité. Mais là, il est né une semaine trop tard, du coup, c'était à nous de nous débrouiller. Et en plus, il nous était déconseillé de le mettre en crèche parce qu'il y a trop de microbes. Donc, oui, mais au bout d'un moment, les congés, ils s'épuisent. Donc, la reprise du travail a été dure. Parce que je me demandais tout le temps comment ça allait. Et puis, psychologiquement, moi, j'étais pas prête. Ouais. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Déjà, d'avance, je veux pas faire ma révolution, mais déjà, le congé de maternité en France, il est déjà très court. Et en plus, on doit revenir au travail, on t'attend au tournant. Ah oui, au fait, il y a des clients, ils disaient ça, machin, non, il nous faut ça pour la fin de semaine. Mais les gars, déjà, j'ouvre mon ordi, j'ai 3000 mails. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Je suis de bonne composition, je veux bien, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une sacrée aventure, la reprise au travail, donc la force que tu as eue aussi d'y retourner. Et puis du coup, ça veut dire aussi une nouvelle organisation. Emmener, récupérer, faire la route, gérer la maison qui est en chantier. Enfin, là, c'est explosion de partout. Charge mentale plus. Et puis en plus, ça nous arrive très régulièrement que la SMAT nous appelle. Vous avez oublié les couches et le lait. Et oh, purée. Faire un aller-retour. Allez, 40 minutes dans la vue, allez. Les bouchons, allez, je vais arriver à 10 heures au boulot, super. Ils étaient conciliants, du coup, les employeurs, quand c'est comme ça, ou est-ce que tu as eu des remarques? Non, ça va, faut juste compenser, quoi. Travailler plus tard le lendemain, ou... Moins de pause le midi. Ouais, voilà, c'est ça. Et cette première année, finalement, de vie de ton fils, avec 2 ans de recul, tu vois ça comment? C'est comme le yin et le yang. C'est génial et horrible. Super parce qu'en fait, il nous rassure petit à petit, il prend du poids. Le reflux est traité avec un médicament assez fort. C'est enfin détecté, donc on se rassure. J'ai dû me battre pour que ce soit reconnu parce qu'on ne me croyait pas. Donc en fait, il y a eu ça. Trouver des médecins pour qu'ils puissent être suivis. Et il était tout le temps malade. Donc, les congés qui commençaient à s'épuiser. 3 jours enfant malade à l'année, c'est pas assez. Donc, il y a eu tout cet hiver-là qui a été compliqué. Mais il y a aussi eu l'envie de faire famille et de profiter. Donc, à ces 6 mois de vie, on est parti à Porto. On a pris l'avion avec des copains. On est parti. Il nous a suivis. Il a été trop mignon. On est allé au zoo, on a fait plein de choses à l'aquarium, on est parti en vacances. Du coup, il y a tout de suite eu l'envie de faire plein de choses, de faire découvrir le monde et tout ça, même si on dormait pas. Normalement, au bout d'un moment, un enfant, c'est censé dormir. Mais là, en 3 ans, on n'a pas de nuit complète. Ouais. Il y a toujours 1, 2, 3 réveils. On nous a toujours dit, ça va passer. C'est les dents, ok, c'est les dents. C'est un rhume, ok, c'est un rhume.
On a vu des coachs en sommeil, des psys, des machins. C'est la prématurité. On ne dort toujours pas aujourd'hui. Hein. Voilà, un peu le bilan. Je ne sais pas si ça doit alarmer ou pas, mais... Je pense qu'il y a très peu de parents qui font des nuits complètes. Et ils sont, je pense, en minorité, je pense. Nous, on en connaît plein. On doit être autour de nous. On est quasiment les seuls. Hein. Mais moi, autour de moi, je ne connais que des gens dont les enfants ne dorment pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération d'enfants qui ne dorment pas? Mais c'est ouf. Enfin, nous, on a toujours dû faire du cododo, du co-sleeping. Il veut jamais être seul, toujours être auprès de nous. Je pense que c'est lié aussi à la séparation et tout ça, lié à l'inconscient qui travaille. Mais c'est pas facile. La vie de parents, toujours palpitante. Oui. Et donc, tu as une deuxième fille, tu me disais, qui a 5 mois bientôt. Est-ce que ce projet de deuxième bébé est arrivé assez rapidement ou un peu de réflexion, vu la prématurité? En fait, ça arrivait très vite et bien avant la naissance de notre premier. Déjà, on avait le souhait d'avoir plusieurs enfants. Mais avec cette arrivée précoce, ça a un peu tout chamboulé. On s'est demandé, est-ce que vraiment, prématurité pour le premier, est-ce que ça veut dire la même chose pour le deuxième? Et puis ce qui est dur à comprendre, c'est que moi, il n'y a pas de raison finalement d'un accouchement prématuré, pardon. Parce que j'ai juste rompu la poche des os. J'ai pas eu de maladie, il n'y a pas de prééclampsie, il n'y a pas d'explication. Mais c'est ça qui est le pire en fait, c'est qu'il n'y a pas de raison. Donc l'envie d'un deuxième est venue quasiment tout de suite parce que j'avais un peu le syndrome du nid vide. En fait, je voulais tout de suite être enceinte. Parce qu'il me manquait ces semaines-là avec mon gros ventre à profiter, à préparer mes affaires, ma valise, tout ça. Et il y avait plein de choses que j'avais pas faites et que je voulais faire. Donc l'envie d'un deuxième enfant est venue assez rapidement. On s'est dit idéalement quand notre aîné ira à l'école, on essaiera d'avoir un second enfant. Finalement, c'est venu assez vite. La naissance est arrivée assez rapidement aussi. Mais du coup, cette seconde grossesse, j'avais vraiment envie de profiter. Et j'appréhendais quel allait être le suivi. Donc forcément, ça a été un suivi, un plus gros suivi du coup. Pas chez une sage-femme, avec une gynécologue, une échographie tous les mois, des bilans sanguins plus poussés. Ça avait un côté aussi rassurant, forcément. On voyait que tout allait bien, tout se passait bien. Et puis, il y avait des caps aussi à franchir. Il y avait cette ambivalence. Tout se passe bien, oui, mais peut-être que... je souhaitais faire aussi une préparation un peu différente. Enfin, de toute façon, on n'avait pas vraiment une préparation pour le premier, mais... On avait eu 2 cours, le premier étant la visite de la maternité et le deuxième, quels sont les maux de grossesse. Donc voilà, ça se résumait à ça. J'avais parlé autonomie à mon mari qui m'a sorti « Qu'est-ce que c'est encore que ta nouvelle lubie ouais, c'est quoi ces trucs ?» Il est venu avec moi, puis finalement il s'est dit « Ah, finalement c'est pas mal. » Créer de la connexion avec bébé. Puis l'avantage, c'est que du coup, cette préparation-là, on la commence dès 4 mois et demi de grossesse. Donc du coup, on a pu faire une vraie préparation. Et puis là, j'ai l'impression que j'essayais un peu tout et n'importe quoi. C'est pas forcément n'importe quoi, mais... oh tiens, je peux faire de l'aquagym prénatal. Oh, je vais essayer. Oh tiens, je peux faire de la danse prénatale. Oh, je vais faire. Oh, du yoga. Oh, tiens, je tente. Du coup, mon planning, il était rempli. Je faisais plein de trucs. Et par contre, là, la valise de la maternité, elle était prête très rapidement. La valise de bébé aussi, la chambre de bébé, c'était prête, le lit était déjà prêt, c'est bon. Tout était nickel. Donc, quand on a passé les stades, ça allait un peu mieux. Le stade de viabilité du fœtus, ça, on s'était dit, c'est bon. Il y avait aussi le cap des 33 semaines. Là, moralement, c'était dur. Est-ce qu'on allait y arriver? On a passé la 3e échographie. Au niveau du poids, ça allait. Donc, du coup, il y avait vraiment ce cap des 33 semaines et la gynécologue qui disait surtout pas trop de voitures, vous restez bien calme, vous n'allez pas trop marcher, dès que ça contracte, vous vous allongez. Oui, mais quand je vais chercher mon petit chez la nounou à 800 mètres, ça contracte déjà.
Donc, j'avais l'impression d'être un baleineau échoué là sur mon canapé à attendre que le temps passe, à écouter des podcasts, à lire, regarder la télé, trouver le temps comme ça. Et du coup, voilà, une fois que les 33 semaines sont passées, là, il y a vraiment eu un autre élan et un lâcher-prise. Donc, voilà un petit peu comment s'est passée cette deuxième grossesse. Et après, quand il y a eu les 37 semaines, quand elles se sont passées, voilà, c'était la fête. Là, j'ai dit, maintenant bébé, tu peux sortir à tout moment. On est prêt et tu es prête. Et du coup, elle est arrivée à combien de semaines Elle est arrivée à 38 semaines, plus 3. J'insiste sur les petits 3 jours. Donc, il y a quand même 3 semaines d'avance, mais elle est arrivée, on avait fini la préparation à l'accouchement la semaine d'avant. On avait visité la filière physio la semaine d'avant. Tout était prêt. Elle a attendu le bon moment pour sortir. Elle était prête. Voilà. Vous étiez tous prêts. Tout le monde était prêt et tout s'est passé dans la sérénité et dans la résilience. C'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur la question du postpartum puisque tu es toujours en postpartum immédiat. Donc, oui, c'est une période très aléatoire. Et tu reprends le travail la semaine prochaine, donc on recommence sur la question de reprise. Donc, tu as repris à chaque fois donc, à 5 mois après la naissance de... Oui, parce que toujours une question de congé. je rallonge. Et au bout d'un moment, il faut reprendre. Et là, on est au mois de septembre. Ça me tenait à cœur de faire la première rentrée en petite section de mon fils. D'être là pour lui, pouvoir l'accompagner le matin, de le récupérer le soir. C'est un gros chamboulement qui est compliqué. Et puis comme ça, à côté de ça, je peux faire l'adaptation chez l'assistante maternelle en même temps, tout en douceur. Et puis c'est une adaptation pour moi aussi de devoir me séparer de mes petits loulous là, quelques heures, puis la matinée, la journée. Apprendre à faire des choses pour moi. Et oui, voilà, je m'attends à avoir de nouveau 3000, 4000 mails la semaine prochaine. Mais c'est la semaine prochaine. Voilà. Mais je suis pas prête à reprendre. Ouais. C'est trop tôt. C'est encore trop tôt. Ouais. Il faudrait vraiment changer ce congé maternité à ce qu'il soit l'adapter. On avait réfléchi avec mon mari pour prendre un congé parental, mais la somme, avec les prêts sur le dos qu'on a et tout ça, on peut pas malheureusement. Et heureusement que j'ai un 80% et mes mercredis avec les petits. Ça me donne du baume au cœur. C'est chouette. 4 jours semaine au lieu de 5. C'est ça. Alors, je sais aussi que là, le fait d'avoir eu comme premier enfant, du coup, un enfant prématuré, tu es devenue du coup bénévole dans l'association SOS Prématurité 35, si je ne me trompe pas. Oui, SOS Préma, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, du coup, à la suite de ce qui m'est arrivé et d'avoir manqué de soutien de parents qui avaient vécu la même chose, je me suis tournée vers cette association-là parce que j'avais lu des témoignages de mamans à qui c'était arrivé. Et je me suis dit qu'il fallait aider aussi les gens à qui ça arrivait. Donc, j'ai fait une formation et j'ai rejoint cette association. Et du coup, mon rôle est de rendre visite aux parents qui ont eu un enfant prématuré au sein de l'hôpital de Rennes. Je leur rends visite 1 fois par mois. Il y a aussi d'autres actions que je fais avec mon binôme. C'est de récolter des dons, par exemple, pour pouvoir acheter des écharpes de portage, des petits cadeaux pour les enfants ou les parents, meubler la salle des parents pour que tout le monde s'y sente à peu près bien, récolter des dons forcément aussi, faire des actions, ça peut être organiser une course à pied, faire les papiers cadeaux dans des magasins autour de Noël. Donc il y a plein d'actions comme ça qui sont menées. Et ma dernière en date est du coup la sortie du livre que j'ai écrit sur la première année de vie de mon fils. Il y a aussi des témoignages de parents qui ont répondu présents. Et une partie des bénéfices de ce livre, du coup, qui s'appelle La naissance. Vous comprendrez pourquoi plus tard, quand vous lirez ce livre. Une partie de ces bénéfices est reversée du coup à l'association SOS Préma. Parce qu'on est une association, on a toujours besoin de dons.
Et donc du coup, ce livre sortira à l'automne. Il est déjà en pré-vente actuellement. Okay. Merci Mathilde en fait de ce partage, ce témoignage. C'était beau de t'entendre sur des sujets pas simples du tout. Et puis j'entends ta résilience derrière, c'est beau. Merci à toi, c'était vraiment un honneur et j'espère avoir aidé tout plein de parents dans ce chemin qui est la parentalité et la prématurité. Et on peut te joindre de toute façon, je mettrai tes coordonnées sur ta page Instagram notamment. Exactement, tout à fait. Merci à toi. Un podcast navigue bien grâce à votre soutien. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de le liker, de le partager, de le commenter pour qu'il vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Hanpan Joe, qui est un joueur de Hanpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je le remercie chaleureusement et vous invite à écouter ce qu'il fait. C'est d'une douceur incroyable. D'ici là, à très vite. Take care.